Alors, ce livre, donc l'IA, on en a parlé tout à l'heure en première partie de soirée. Ça, c'est donc le 200e livre de Luc, à peu près. 220e. 200. Tu veux me priver de droit d'auteur. 220e. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en 97 ? Tu as eu un tilt quand tu as vu un monsieur qui a perdu contre une machine ? C'est quoi 97 ? C'est Garry Garry Kasparov. Kasparov. Oui. Non, le vrai problème, c'est 2016. C'est quand le champion du monde de jeu de Go, Lee Sedol, a perdu contre une machine. Parce que les échecs, c'était facile. Mais le jeu de Go, on ne peut pas tout calculer. On peut tout calculer aux échecs, mais le jeu de Go, on ne peut pas tout calculer. Donc là, les gens étaient, pardon, je parle un peu normalement, ils étaient sur le cul, quoi. C'était vraiment sidérant. Même les plus grands spécialistes de l'IA pensaient que ce n'était pas possible. Et là, aujourd'hui, moi, le message que je voudrais vous faire passer, c'est qu'on est complètement dans le déni, quoi. On raconte n'importe quoi sur le monde du travail parce qu'on ne veut pas que ça s'arrête, on pense que l'humain est irremplaçable, voilà. Mais je pense que Bill Gates a raison, que Sam Altman a raison, que l'étude de Goldman Sachs qui est sortie l'année dernière, et pourtant on n'avait pas encore la robotique humanoïde, Goldman Sachs disait que 300 millions d'emplois seraient supprimés, je pense que c'est vrai. Et Bill Gates, ce n'est pas un mauvais homme, c'est un type gentil, c'est ni un con ni un méchant. Donc il faut écouter ces gens-là, mais on est complètement dans le déni. C'est-à-dire que comme on veut à tout prix maintenir le monde du travail, et ça va être un combat. C'est-à-dire que le grand remplacement est très probable. Je vous donne juste un exemple. Là où travaille ma fille à l'étranger, bon, pour le dire très simplement en Suisse, elle travaille dans une des plus grandes boîtes du luxe, il n'y a plus une seule secrétaire. Tout le courrier est fait par ChatGPT. Il est fait en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, en français. Il n'y a plus une seule secrétaire. Ils ont viré les 40 secrétaires qui étaient au siège. Ah, vu les salaires suisses, ça fait des sous, hein. Ben évidemment. Et je vais vous expliquer pourquoi on est dans le... Enfin, voilà, Philippe Aghion, qui est un très grand économiste, j'ai beaucoup de respect pour lui, hein, je ne veux pas du tout être désagréable avec tout le monde, systématiquement, c'est pas... voilà, voilà. Non, mais il y a des gens que j'aime bien, par exemple, j'aime beaucoup Retailleau, je suis désolé de le dire, je sais que ça va choquer tous les mecs de gauche s'il y en a encore dans la salle. Vous savez, j'ai géré le plus gros budget de l'État, j'avais 4 ministères, voilà, et donc 1100 milliards d'euros de dette avec... Si vous voulez comprendre la vie politique française et pourquoi ça n'est pas rattrapable, je vous l'explique en 3 mots. De mon temps, pour parler comme les vieux mammifères, il y avait 2 blocs. Il y avait la droite et la gauche. Quand un des blocs arrivait à l'Élysée, il était majoritaire, ou quasiment majoritaire. Aujourd'hui, on a 6 courants politiques qui se détestent entre eux. Donc on a ce qui reste des gaullistes, les LR, ce qui reste du Parti socialiste, on a les 2 extrêmes, on a les écologistes et le centre. Donc quand celui qui arrive à l'Élysée ou à Matignon, il représente au maximum 20 ou 25% des Français, donc il ne peut rien faire. Donc moi, il y a des gens, Carole Delga, il y a des gens que j'estime, mon vieil ami Julliard, j'avais vraiment l'estime de l'admiration, de l'affection pour lui, voilà. Donc il y a des gens que j'aime beaucoup. Cazenave est un type bien. Simplement, il ne sera pas président de la République, il ne sera pas non plus Premier ministre, voilà. Et donc à droite, oui, j'aime beaucoup Xavier Bertrand, j'aime Retailleau, j'aime David Lisnard, il y a des gens que j'aime beaucoup, c'est pas ça. Et donc je défends des gens, mais ceux qui font que des conneries, il y a un moment où je dis non, c'est tout. Hein. Allez, L'IA, est-ce que c'est toi qui l'as écrit ton bouquin, Luc, ou alors tu as appuyé sur le bouton Non, je suis passionné par... Alors, j'ai une question à vous poser, parce que sinon ça n'a pas de sens. Qui parmi vous a travaillé sérieusement avec Deep Research ? Bon, d'accord. Il y a 5 personnes dans la salle, donc vous n'avez aucune idée des performances de cette machine. Tu me donnes combien de temps ? Parce que sinon, c'est pas la peine. Il faut sinon boire un coup, tout ça. Ouais, t'as 20 minutes, Luc, t'as 20 minutes. Ouais, c'est pas assez. T'as 2 heures. Non, 20 minutes. Il y a ta maman qui t'attend, je te rappelle. Hein. Bon, oui, il me prend par les sentiments. Oui. Non, c'est pour ça que je suis obligé de partir, sinon j'aurais vraiment envie de rester avec vous toute la soirée. Là, c'est mince. Et donc, alors, allons-y. Tu parles à un public de dirigeants d'entreprise peu avertis. Ouais, mais il faut se réveiller, mes amis. Voilà, moi je vous donne quelques exemples. Je le disais tout à l'heure, j'ai fait traduire 50 pages de mon livre par ChatGPT. Il a mis 12 minutes pour les traduire. C'est impeccable, c'est parfait. J'ai fait passer moi-même, parce que je vérifie tout moi-même. Ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine de l'IA. Je suis évidemment dans des groupes de chercheurs. Ce n'est pas du jus de crâne de prof de philo à la con. Bon, voilà, je travaille sérieusement. J'ai enseigné la biologie à Jussieu quand j'étais plus jeune. J'ai fait une licence de logique mathématique. C'est très proche de la logique des arbres. C'est très proche des trees of thought. Donc je travaille sérieusement, c'est pas encore une fois un petit livre à la noix publié à la va-vite par un prof de philo. Donc ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec ces gens-là qui m'apprennent énormément, d'ailleurs je les remercie chaleureusement. J'ai fait passer moi-même le WISC, le Wechsler à ChatGPT, il a 160 de QI.
Voilà, donc c'est Alpha Géométrie 2, donc pour les gens qui connaissent l'IA, c'est donc une IA de Demis Hassabis, elle s'appelle toujours Alpha. Alpha Géométrie 2 a été médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques. Voilà. Donc dire qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle est ridicule. Donc cette machine, si vous travaillez avec Deep Research, il faut être abonné à ChatGPT, mais Deep Research, tous mes enfants et les camarades, j'ai 3 filles qui sont ravissantes, donc il y a beaucoup de garçons autour, ils ont tous fait leur mémoire de master avec, quand je dis avec, non, c'est ChatGPT qui l'a fait. Voilà. 88% des étudiants anglais font faire leur mémoire par ChatGPT. Ma fille, je ne devrais pas le dire, mais elle a fait un mémoire sur les accidents industriels au 19e siècle aux États-Unis. Deep Research nous a sorti 70 pages en 10 minutes en donnant toutes les sources. Donc les gens qui prétendent que ces machines font des hallucinations, c'est qu'ils ne sont pas abonnés, c'est tout. Et donc ils utilisent des versions anciennes, grand public, qui ne sont pas abonnés, donc il faut se réveiller. Et donc quand Sam Altman dit qu'on aura des licornes sans aucun salarié humain, il a raison. Quand Bill Gates dit que le monde du travail s'est effondré, quelques métiers resteront. Directeur d'hôtel, c'est difficile à remplacer. Serveur, on n'a pas forcément envie d'être servi par un robot. Vendeur, en tout cas pas dans ma génération, peut-être que nos enfants changeront d'avis. Un très bon vendeur, difficile à remplacer. Voilà. Mais il y a peu de métiers qui seront épargnés, très très peu. Et donc quand Sam Altman dit qu'on verra apparaître des licornes sans aucun salarié humain, il a raison, il faut se réveiller. Tous les mecs de la Silicon Valley, que ce soit Zuckerberg, que ce soit Sam Altman ou les autres, sont pour le RUB. Tous, le revenu universel de base. Or, sachez que Sam Altman a financé une étude sur le RUB. Il a financé cette étude en grandeur nature pendant 1 an. Il a payé $2000 par mois des chômeurs pauvres à ne pas retourner au travail. Catastrophe absolue. Ça a été divorce, alcoolisme, suicide et antidépresseurs. Donc il était consterné lui-même. Voilà. Et je voudrais vous dire sérieusement maintenant les choses sur l'impact sur le monde du travail, parce que c'est quand même la chose la plus importante qui soit. Mais je pourrais vous faire, je suis avec des copains, des petits jeunes évidemment, ils sont géniaux. Ils fabriquent ce qu'ils appellent des vidéos engageantes, mais ils fabriquent des deepfakes aussi. Mais il faut les écouter, je vous les fais écouter, parce qu'il faut comprendre, il faut se réveiller. On fabrique aujourd'hui des deepfakes qui sont absolument indétectables. Alors évidemment, quand c'est Mathilde Panot qui danse avec Zemmour, on voit bien que c'est une blague. Quoique, on ne sait jamais. Non. Ils fabriquent des deepfakes qui sont indétectables. Mais les gens rigolent encore en France. Mais je peux mettre, si vous avez fait une visioconférence ou si je prends 4 images de vous, je peux mettre le visage de n'importe lequel d'entre vous sur une deepfake, faire croire que vous trompez votre femme ou votre mari, que vous avez mis votre pognon aux îles Caïmans. Je peux mettre la tête d'une gamine de 3e sur un film X et foutre sa vie en l'air et la pousser au suicide. Il faut arrêter de rigoler. Il n'y a pas un mot là-dessus sur l'IA Act. Et imaginez que Bayrou, deepfake, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Il ne parle pas l'anglais. Pourtant, le Béarnais est proche. Bah oui, mais ça ne suffit pas. Je vous fais écouter celle-là parce que je l'aime beaucoup. Chers compatriotes, petit mot très bref. Je viens de lire la frénésie du bonheur de Luc Ferry et j'ai été tout simplement abasourdi. Abasourdi par autant de clairvoyance et de lucidité sur notre époque. Je le conseille à tous. Merci. Voilà, alors évidemment. Tu vois qui t'aime. C'est une deepfake. Alors je l'ai mise sur LinkedIn, j'ai reçu plusieurs centaines de messages de félicitations. Et celle-là, je la préfère encore, je la trouve plus belle. Ferry, I'd like to congratulate you on your enlightening book, La Frénésie du Bonheur. Your analysis of societal evolution and the change in our quest for happiness is not only insightful, but essential to understanding our times. Bravo for this remarkable work. See you soon. J'aime beaucoup le See You Soon parce que ça fait quand même. Et Trump, t'as pas Trump? Mais je les ai tous, j'ai Zuckerberg, j'ai Bon, tous. mais ça c'est quoi? C'est effrayant, Luc, ou c'est comme ça, on n'a Mais pas le c'est choix, faut effrayant, composer avec? mais c'est horrible. Encore une fois, je peux foutre la vie en l'air, je peux briser une famille, je peux ruiner la réputation d'une entreprise. Parce qu'une fois que c'est parti sur les réseaux sociaux, il y a toujours 40% de couillons pour croire que c'est vrai. Ouais, voire plus. Voire plus. Ouais. Et puis ça ne s'efface pas, ça s'empile. Donc je voudrais vous expliquer les 4 arguments
de ceux qui disent que ça n'aura pas d'impact sur le monde du travail. Et pourquoi? Alors, c'est les arguments qui ont été développés. Encore une fois, ce n'est pas pour être désagréable, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est Philippe Aghion qui a développé ces arguments dans un article du Point il y a 6 mois. On m'a dit qu'il avait, Laurent Alexandre, qui a déjeuné avec Philippe Aghion il y a peu de temps, m'a dit qu'il avait intégralement changé d'avis parce que dans les rapports qu'ils ont fait, les présidents du Conseil du numérique, ils étaient avec 3,5, donc une version antérieure de ChatGPT, et ils ne tenaient pas compte de la robotique humanoïde, ce qui est grotesque. Donc, je ne veux pas être désagréable du tout, ce n'est pas le problème. J'ai beaucoup de respect pour lui. Ne prenez pas ça pour une critique bête d'un grand économiste. Mais il avait développé 4 arguments que je vous indique. Il disait, et il y a un prix Nobel qui dit la même chose, que l'IA n'aurait pas d'impact sur la productivité. Premièrement, c'est complètement faux. J'en parlais avec un des plus grands patrons de l'industrie automobile française, qui me disait qu'on gagne 50% sur le développement d'une automobile électrique. Donc grâce à l'IA, évidemment. Donc, et puis chez Airbus, c'est absolument colossal ce qu'on gagne comme temps. Et donc, c'est complètement faux. Mais même si c'était vrai, l'argument est idiot. Parce que pour un chef d'entreprise, même s'il gagnait 0 point sur la productivité, s'il peut remplacer 20 secrétaires par une IA qui fait le courrier, la masse salariale diminue considérablement. Donc évidemment qu'il le fait. Et s'il ne le fait pas, le voisin le fait, donc il est mort. On est dans un monde de compétition, c'est la logique de l'économie libérale, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est comme ça que ça marche. Deuxième argument, ils disent ça ne remplacera que les emplois entièrement automatisables. Mais c'est complètement faux. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de traducteur, ce n'est pas un emploi entièrement automatisable. Tous mes copains médecins sérieux, lisez le livre du professeur Bibot, qui est cancérologue à Pompidou, il dit « Mon métier est mort. Que ce soit en diagnostic, en pronostic ou en thérapeutique, je suis pulvérisé par l'IA, et même par ChatGPT. Il n'y a pas besoin de prendre d'amis. » Voilà. Et ma copine qui dirige l'association des pneumologues dans le sud de la France me dit « Chaque fois, je donne maintenant tous mes dossiers médicaux à l'IA et je suis pulvérisé, à chaque fois les meilleurs que moi. » Voilà. Et Laurent Alexandre dit la même chose, et il a évidemment raison. Il a 1000 fois raison. Troisièmement, on dit que ça n'attaquera que les cols blancs, mais c'est complètement débile. Et quand vous regardez la robotique humanoïde chinoise, je suis passionné de voitures parce que mon père fabriquait des Ferry, des voitures absolument magnifiques. Il a fait une quinzaine de voitures absolument sublimes, qui ont absolument tout gagné d'ailleurs. Malheureusement, la dernière a été vendue en France, elle a été vendue 400 000 €. Moi, je suis un prof de fac retraité, je n'ai pas pu l'acheter. Mais on va procéder à une quête maintenant pour acheter une voiture à lui. Ouais. Bah, écoute, franchement, il serait temps de se réveiller parce que c'est une voiture sublime. Enfin, peu importe. Et donc, je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais je regardais un robot humanoïde. Alors, pour les gens qui connaissent un peu l'automobile, qui changeait, qui nettoyait un carburateur sur un moteur thermique traditionnel. Voilà. Il retire le filtre à air de manière incroyablement délicate. Il défait les 4 vis qui tiennent le haut du carburateur. On voit apparaître la petite bulle en cuivre, la petite. Voilà. Il la retire. Il nettoie à l'intérieur, il dessert les colliers d'arrivée d'essence de la pompe à essence, ensuite il débouche le gicleur, il fait ça en 3 minutes. Évidemment qu'il est aussi bon en maçonnerie, en plomberie, en électricité. Il y avait un grand panneau sur une tour en construction, et les ouvriers du BTP avaient mis « Hey ChatGPT » pour se moquer. « Hey ChatGPT, est-ce que tu crois que tu peux contrôler le travail ?» Mais les pauvres, évidemment, qui peut contrôler 1000 fois mieux qu'eux. Et ce robot, il coûte 15 000 €. Il est agrégé de philo, de maths, de biologie et polytechnicien. Il ne fait jamais grève. Il fait jamais grève, il n'a pas d'arrêt de travail, il n'est pas à la CGT, il fait chier personne. Non, mais il faut arrêter de déconner. Et donc, évidemment que les cols bleus seront largement plus impactés encore que les cols blancs. En tout cas, largement autant. Donc, tout ça est faux, de chez faux et faux. Il est bien ton support, il est très tech quand même. Non, arrête. Et j'entendais tout à l'heure un gentil ex-député, ou je ne sais pas s'il était très sympathique d'ailleurs. Laurent, bien que socialiste, mais on avait causé aimablement avant. Moi, je suis un vieux gaulliste rocardien, mais je suis gaulliste quand même avant d'être rocardien, donc je gaulliste de toujours. Gaulliste un jour, gaulliste toujours. Et il disait, oui, mais on créera des nouveaux emplois. C'est la tarte à la crème, c'est complètement faux. Chaque fois, on raconte ça en disant, mais c'est comme la même chose. Vous savez, la révolte des canuts, tu sais, 1831 à Lyon. Ah oui, d'accord, l'industrie textile a détruit Vous savez pourquoi on les appelait canuts? Parce qu'ils tissaient avec des cannes. Comme dans le midi de la France, les pêcheurs ravaudaient les filets avec des grosses aiguilles en bois, ça s'appelait des cannes, canuts, c'était les tisserands. Quand la machine Jacquard, le
pull jacquard, c'est horrible, hein, mais bariolé, bon, attends, même... Ça correspond à une époque. Avalanche sévère, on vous retrouvait toujours, tu vois. Bon, mais ça va pulvériser les canuts, mais ça va créer des emplois. Mais là, c'est pas vrai, c'est complètement faux, parce que les emplois qu'on va créer, c'est des data scientists, c'est des spécialistes des cyberattaques, c'est des bac+10. Si vous supprimez 300 millions d'emplois bac-2 ou bac+2, et que vous créez 30 000 emplois bac+10, le compte n'y est pas. C'est pour ça que tous les mecs de la Silicon Valley sont pour le RUB. Je suis à fond contre le RUB. Moi, dans mon livre, je défends l'idée d'un service civique pour les adultes. C'est moi qui ai fait le service civique en France pour les jeunes. Et je pense qu'il faut que les gens travaillent même 3 heures par jour, je m'en fous, mais pour garder une utilité publique et garder l'estime de soi et avoir les relations humaines. Il y a 40 000 centenaires en France. Ma mère en fait partie, tu l'as déjà dit. 101 ans. Voilà, il y a 40 000 centenaires en France. Ces gens-là ne peuvent plus remplir les papiers administratifs. On est en France, on est pauvres. Même moi, j'y arrive pas. Tu vois, bon. Mais je commence à vieillir. Mais néanmoins, bon. Et donc, ils peuvent plus faire leurs courses. Il faut les aider. On a besoin de rupture de solitude des vieux. Ben, voilà des missions de service public que des adultes pourraient. Hein. Voilà. Alors. Non, j'ai encore 5 minutes. Voilà. Après, tu as des questions aussi. Hein. Non, oui, mais si tu veux. Et moi, je veux bien, je suis ouvert. Voilà. Le seul problème, mes amis, c'est que on a beau parler de Mistral AI, d'accord, j'ai beaucoup d'admiration pour Arthur Mensch, mais c'est à des années-lumière des LLM américains. Bon. Et donc, on vous raconte des blagues. D'abord, on est dans le déni, on vous dit, mais tout ça, c'est pas vrai, tout ça, le travail, l'humain ne disparaîtra pas. Voilà. Mais l'humain va disparaître dans 90% des emplois. Donc, il faut se réveiller. Donc, ce soit le RUB, soit le service civique, mais il n'y a pas d'autre hypothèse. Donc il faut arrêter de dire des conneries. Ça. On va se heurter à ça. Il ne faut pas réfléchir à 2 ans ou 3 ans, il faut réfléchir à 50 ans. Je réfléchis pour mes enfants, il faut réfléchir à 20 ans, à 30 ans. Voilà. Donc on raconte des conneries, on est dans le déni. Il faut se réveiller, tirer la sonnette d'alarme. Deuxième point, nous sommes complètement, nous en Europe, dans les choux, parce qu'on dépend intégralement de toute la technologie américaine. À 1000%. 75% des pays européens continuent d'acheter des F-16 et des F-35 qui sont bourrés de millions de lignes de code numérique que Trump pourrait clouer au sol en 10 secondes. Donc il faut arrêter de dire des bêtises. Voilà. Donc on parle de 800 milliards d'euros pour retrouver la souveraineté militaire. Mais d'abord, on n'a pas 800 milliards d'euros. Au maximum, on a 150 milliards. Et si c'est pour acheter des tas de ferrailles comme les Rafales ou les canons César, qui sont très beaux comme avions, c'est des avions magnifiques, mais ça ne sert plus à rien, c'est la guerre des drones aujourd'hui. À 1000%, Elon Musk a raison. La guerre des avions de chasse, c'est fini. Voilà. Donc on est dans la guerre des drones, qui sont entièrement pilotés par l'IA. Et donc il faut se réveiller. Si nous n'avons pas l'environnement numérique qui permet à nos armées d'être performantes, on achètera des tas de ferrailles. Voilà. Quant à la dissuasion nucléaire, c'est de la blague. On ne peut pas utiliser l'arme nucléaire française. Pourquoi ? Si on avait investi dans les armes à neutrons, on pourrait les utiliser. Mais les armes stratégiques, paradoxalement, sont beaucoup trop puissantes pour qu'on puisse les utiliser. Parce qu'une démocratie humaniste ne va pas bousiller 20 millions d'enfants et de femmes russes à Saint-Pétersbourg pour se faire plaisir dans la lutte contre Poutine. C'est grotesque. Donc la vérité, c'est que notre dissuasion nucléaire est morte et que la seule dissuasion qui vaille, c'est la dissuasion traditionnelle et peut-être, je veux bien, les bombes à neutrons, mais pas plus que ça. Et sans l'environnement numérique, sans l'équivalent de Starlink, ça ne sert strictement à rien. Je fais mon papier du Figaro pour ceux que ça intéresse là-dessus, parce que c'est ridicule. Sans l'environnement, sans la souveraineté numérique, or on a tout perdu. Réfléchissez à ça. Il suffirait que Trump demande à Microsoft d'arrêter Office 365 et toutes les messageries européennes, dans toutes les administrations, toutes les entreprises n'ont plus de messagerie. Tous les réseaux sociaux sont américains, toutes les messageries sont américaines. Alors d'accord, on a Quat, tu vois, d'accord, bien sûr. Puis on a Mistral AI, d'accord, on va se réveiller avec ça. Donc il faut sortir du déni, pardon de parler un peu brutalement, mais et c'est pas nos politiques qui... Moi je pensais que Macron était bon, il était jeune, au moins peut-être un peu moins bête que... Mais non. Et donc c'est catastrophique ce qui se passe. Donc on a un gouvernement aujourd'hui, et on va avoir ça encore pendant 2 ans. Et après, c'est pas sûr qu'on en sorte. Donc l'urgence absolue... soit meilleur. L'urgence absolue, c'est de se réveiller. Et il y a 4 autres sujets, je vous les indique simplement, puis je m'arrête là. Donc, retrouver la souveraineté numérique et militaire, les deux ensemble, elles sont inséparables.
réfléchir au problème de l'emploi. Le RUB, ce n'est pas la solution. Le service civique, c'est une bien meilleure solution. Deuxièmement, il faut arrêter de dire que l'IA n'est pas créative. Elle est formidablement créative. L'argument est idiot, là encore. Les gens disent « Ah oui, mais l'IA n'est pas créative parce qu'elle est training. Elle est entraînée sur des bases humaines, sur des œuvres d'art humaines. » Mais moi aussi. J'ai passé 30 ans de ma vie à écrire sur les grands philosophes, mais Bach a pillé Vivaldi, Chopin et Schumann connaissaient Bach absolument par cœur. On a tous pillé nos ancêtres. Je ne connais pas un écrivain français qui n'ait quand même pas lu Molière ou Balzac. Bon, c'est ridicule comme argument. Donc, ensuite, il y a la question de la régulation. Le seul sujet, il n'en parle pas, c'est les deepfakes et les jumeaux numériques. Voilà. Et puis ensuite, vous avez le problème de la souveraineté européenne qui est absolument crucial. Et il faut investir des centaines de milliards pour retrouver la souveraineté numérique sans laquelle la souveraineté militaire ne sert à rien. Et je pense que la politique locale, c'est l'honneur de la France. Vous êtes en contact avec les vrais gens, comme on dit bêtement dans la presse. Vous êtes responsable de ce qui se passe. Vous pouvez faire des choses. Et moi, ce que j'ai vécu au gouvernement, bon, je ne regrette pas du tout. J'avais 4 ministères, puisque j'avais l'éducation nationale, j'avais le SUB, j'avais la recherche et la jeunesse. Mais l'expérience que j'ai eue, c'est qu'on ne peut rien faire. Voilà. Et dans le cadre actuel, avec 6 courants politiques qui se détestent entre eux, on ne peut vraiment rien faire. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis pour le système allemand aujourd'hui. Mais j'ai immense admiration pour les gens comme vous, qui soient de droite ou de gauche, je m'en fous. La social-démocratie, on en a absolument besoin. Vous êtes social-démocrate, mais bravo. Voilà, et j'ai des copains sociodémocrates. Mon ami Julien, bon, il n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais j'avais très très grande affection, amitié et estime pour lui. Voilà. Donc je ne suis pas du tout sectaire. Et encore une fois, c'est pour ça que je vous dis Cazeneuve, Delga, des gens comme vous. Mais encore une fois, au niveau local, on s'aperçoit qu'on peut faire des choses. Au niveau national, c'est le règne de l'impuissance publique. Or, mesdames et messieurs, pendant les 2 ans qui viennent, on va être dans l'impuissance publique totale. Ce que Bayrou a réussi à faire, cette connerie de conclave, c'est gagner 4 mois. Oui. D'abord, ce que je viens de dire, on crée le service civique pour les gens qui vont être mis au chômage. Et deuxièmement, on se bat pour la complémentarité. Et puis par ailleurs, il faut arrêter de dire c'est foutu, c'est foutu. D'abord, il y a des gens qui sont ravis de la fin du travail. Moi, j'ai 3 filles. Il y en a 2 qui me disent la fin du travail, non, pour moi, c'est une horreur parce qu'elles adorent leur boulot, elles progressent, voilà, elles gagnent de l'argent, elles veulent acheter un appartement à Paris, elles y arrivent. Bon. Et puis j'en ai une autre, bon, il faut dire qu'elle est colombienne, ça aide. Elle me dit, mais la fin du travail, c'est génial. Je vais faire du mouton dans les Causses, j'aurai une communauté, je vais m'installer là-bas. Le travail, ça m'emmerde et je vais pouvoir enfin commencer à vivre. Donc il ne faut pas dire c'est pessimiste, ça dépend des gens. Vous avez tout un courant en Allemagne qui s'appelle la théorie critique de la valeur et qui est passionnément favorable à la fin du travail. Mais on avait un pasteur protestant, Jacques Ellul, en France, qui disait mais le travail, c'est l'imposture totale. Donc ça dépend de quel rapport au travail on a. Moi, je travaille 10 heures par jour depuis plus de 50 ans. Tu es heureux. Et j'aime mon travail. Voilà, j'ai un travail passion. Donc je travaille 10 heures par jour parce que ça me passionne. Mais les gens qui ont un travail de merde qui ne les intéresse pas et qui font ça uniquement pour gagner leur vie, il y a des gens qui... comme le big quit et le quiet quit, vous avez suivi. Les gens se disent, mais putain, j'ai pas envie de... Je suis grossier, désolé, mais j'ai pas envie de perdre ma vie pour la gagner. Voilà. Donc c'est pas, rien n'est foutu, simplement il va falloir se battre et puis il va falloir organiser la vie pour les gens qui perdront leur travail, qui sera remplacé par des IA ou par de la robotique. Mais moi, ce qui me désangoisse dans la vie, c'est la lucidité. C'est pas la peine de mettre la tête dans le sable, ça sert à rien. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs hypothèses. Alors, évidemment, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, et je voyais ce jeune homme opiner du chef, comme on dit, parce qu'il faut réfléchir à 20 ans, à 30 ans. Ce qui va se passer, Bill Gates a raison, il n'est pas idiot, il n'est pas méchant, ce garçon. Bill Gates a raison, c'est-à-dire que la richesse sera produite par la robotique humanoïde, par les IA. Voilà. Et il y aura quand même des productions de richesse. Et donc, le problème, c'est que ce qui va se passer, c'est qu'on aura très probablement un système néo-communiste. Ce n'est pas ma tasse de thé, mais c'est vers ça qu'on va. Parce que forcément, le partage des richesses produites par l'IA, le partage sera forcément égalitaire. Il n'y a pas de raison pour qu'il soit inégalitaire. Et donc, le problème qui se posera, c'est comment... Et ça, alors, côté vieux prof, je vous conseille absolument de lire le texte de Keynes, s'appelle « Lettres à mes petits-enfants », 1929, texte génial.
Il dit voilà, il pense déjà à ça. Grâce à la technologie moderne, on pourra ne travailler que 3 heures par jour. Voilà, ben c'est ce que je propose pour le service civique. En gros, ce serait 3 heures par jour. Et donc, ce qu'il dit, c'est que si on arrive à un monde dans lequel on ne travaille plus, je suis brutal, pardon, mais on n'a pas le temps. Il dit que ce sera très dur pour les cons. Parce que si vous n'avez pas une vie intérieure très riche, si vous n'avez pas des passions, mais même la pêche, je m'en fous. Si vous n'avez pas une passion, les vacances éternelles, c'est abominable. Donc c'est ça qu'il va falloir organiser. Qu'est-ce qu'on va falloir organiser dans les 20 ans qui viennent, 30 ans qui viennent? Il ne faut réfléchir pas à 2 ans, à 50 ans qui viennent. Regardez la robotique humanoïde, regardez les robots même d'Optimus, mais les Chinois sont bien meilleurs, mais les robots d'Optimus, ils sont dingues. Vous rentrez chez vous, ils vous font un mojito, ils font faire les devoirs aux enfants, ils font la cuisine. Ils sont sympas en plus. Mais ils vous parlent de Flaubert ou de Victor. Écoutez, bon, je termine avec ça. Mon meilleur ami, mon frère, c'est Elie Chouraki, vous le connaissez, le metteur en scène. Il fait un film sur Victor Hugo. J'ai demandé à Deep Research de me faire la biographie de Victor Hugo, mais je peux vous le montrer en direct. On n'a pas le temps, tu vas me dire. Mais en direct, c'est génial, même si vous prenez 4-0. Et c'est bien. Mais c'est parfait. Je suis un fan absolu de Victor Hugo. J'ai lu mon ami Michel Vinocq, j'ai lu le livre de Max Gallo, j'ai lu tout ce qu'on peut lire sur Victor Hugo. Et puis j'ai lu Victor Hugo. Je lui demande, dis-moi ce qui s'est passé entre les journées de juillet et 48. D'abord, les journées de juillet, il sait que c'est en 1830. Déjà, tapé un étudiant qui sait que c'est en 1830. Bon. Et il me répond sur la vie amoureuse de Victor Hugo, sur le passage de la monarchie à l'idée républicaine. Il me résume 1831, Notre-Dame de Paris, les derniers... Est-ce qu'il t'a appris des choses? Non, dans mon domaine... Alors, c'est un autre sujet. Alors, je termine avec ça parce que tu poses une question très importante. La seule différence avec l'humain, et c'est le plus important, c'est par ça que j'aurais dû commencer, il n'y a deux différences avec l'humain, mais elles sont liées. La seule différence avec l'humain, c'est pas, il est 1000 fois plus intelligent que moi. Moi, je suis pas médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques, et j'y arriverai jamais. Il est 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois plus cultivé que moi. Il a avalé tous les livres de la planète dans toutes les langues. Donc il peut me faire deep research, je me fais 70 pages sur la vie de Victor Hugo qui sont parfaites. Et c'est meilleur que moi. C'est chiant, mais c'est comme ça. En plus, il me les fait en allemand, en anglais, en japonais, en chinois, en hébreu. Et sans faute. Et sans faute. La seule différence avec mes étudiants, c'est pour ça qu'ils rajoutent des fautes d'orthographe, parce que sinon ça se voit. Je vous dis les deux différentes, c'est le plus important. Et ça vous permet de vraiment réfléchir à ça. Les deux différences sont les suivantes, et puis on s'arrête là. Absolument. La première différence, c'est que les codes éthiques de ces IA, que ce soit ChatGPT, Claude 3, ou que ce soit Gemini par exemple, les codes éthiques qui sont en gros sont des wokistes, à part Grok chez Elon Musk qui est vulgaire et grossier comme son patron, mais les autres sont en gros, ce sont des codes éthiques californiens de gauche, voilà. Donc ils sont féministes, wokistes pour les animaux, écolos, machin, etc. Ils sont parfaits. Mais les codes éthiques de ces machines sont inculqués par les programmateurs aux machines. Au début, quand on demandait à Gemini de faire un portrait du pape, il mettait une femme chinoise. Tu vois, à mon avis, c'est pas gagné. Il y a encore un peu de temps. On lui demandait de représenter l'armée allemande de 1942. Il y avait un tiers de Chinois, il y avait un tiers de Noirs et puis un tiers d'Européens. Bon, c'est grotesque. Et donc, voilà. Et on lui demandait la recette du foie gras. Il disait non, il renvoyait à L214. Voilà. Et donc, ça a changé, ça a été corrigé. Mais en gros, les codes éthiques. Mais vous pouvez fabriquer des IA qui sont nazies, staliniennes, platoniciennes, kantiennes, spinozistes, comme vous voulez. Et deuxièmement, et c'est la vraie différence, ces machines n'ont pas de corps, pas de libido, donc pas de projet par elles-mêmes. Elles répondent de manière géniale aux questions qu'on leur pose, 1000 fois mieux que moi, mais elles n'ont pas de libido, donc elles n'ont pas de désir, elles ne ressentent pas les émotions, elles les imitent parfaitement, mais elles ne les vivent pas. Voyez. Donc bon, tout le débat, c'est est-ce qu'on ira un jour vers l'IA forte? C'est une IA consciente ou pas? Moi, je n'y crois pas. Tous mes copains y croient parce qu'ils sont matérialistes. Et ils me disent, mais qu'est-ce que tu crois que tu es d'autre qu'une machine? Voilà, ça c'est le vrai débat. Ça, c'est le débat pour aller plus loin. Luc, donc si vous me réinvitez l'année prochaine, je vous le raconterai. Avec grand plaisir. Luc, juste avant que terminer, donc dernier livre de Luc, hein, l'Observatoire. Voilà. Quel est ton meilleur souvenir de dégustation d'une bouteille de vin? Le truc qui t'a le plus ému? Alors, moi, je suis un fan de Bourgogne. Et donc, quand j'ai passé les 2 millions d'exemplaires vendus chez Glénat, mes BD de mythologie grecque... Membre du club, Jacques Glénat, et Marion, qui est adorable, m'a invité. Et sur la table, il y avait une bouteille de Romanée Conti, une bouteille d'Echezo, une bouteille de Latache. Il faut combien d'exemplaires? 2 millions pour avoir une Romanée Conti? Oui, parce que on n'était que tous les deux. Et donc, je ne pouvais pas en laisser. On l'applaudit chaleureusement, Luc Ferry. Merci beaucoup, Luc.